Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission de notre synthèse hebdomadaire de l'actu IT et Télécom de la semaine. Et comme chaque semaine, je suis en compagnie de Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, premier sujet de cette synthèse hebdo, le DevOps, avec vous profitez de l'occasion de matinée organisée par CA Technologies pour revenir sur un des grands phénomènes de ces dernières années, le phénomène du DevOps. La contraction du développement et de l'opération en un seul process, si l'on peut dire. Absolument. Alors effectivement, pour replacer ça dans le contexte, donc CA Technologies, pour la deuxième année, organise un cycle de 4 conférences. Donc l'année dernière, c'était sur les API. C'était très intéressant aussi. Et là, cette année, ils sont partis sur un cycle également de 4 conférences, dont la première a eu lieu la semaine dernière, sur le DevOps. Qui réunissait à la fois des entreprises utilisatrices et puis des consultants. Et donc ça a permis, je dirais, pas d'apporter des idées nouvelles, parce que c'est un phénomène qu'on connaît et qui évolue, je dirais, tranquillement, mais ça apporte quand même quelques confirmations sur des points qu'on a déjà eus. La première remarque qui a été avancée, donc CA avait conduit une enquête avec IDC à cette occasion, et en fait, il s'avère qu'environ 4 entreprises sur 10 ont engagé une démarche DevOps. Donc ça veut dire que ça commence à devenir quelque chose de significatif. Et le deuxième point, c'est que 50% des entreprises, donc une sur 2, a engagé cette démarche DevOps dans le cadre de ce qu'on appelle communément aujourd'hui la transformation numérique. Donc on voit bien finalement le lien qui unit les deux, entre d'un côté la transformation numérique et de l'autre le DevOps, c'est la rapidité et l'agilité. Donc ça, c'est le premier point. Alors de ça, on pourrait dire, finalement, les choses évoluent, tout va bien, mais finalement, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, et en particulier, il y avait un représentant, un ancien DSI qui était là, l'ancien DSI de Total, Patrice Erang, qui finalement a dit tout simplement qu'il avait bien essayé de mettre en place une démarche DevOps au sein de Total, mais qu'il n'y était pas arrivé. Alors ça, évidemment, c'était il y a quelques temps, c'est quelques mois, quelques années, mais néanmoins, ça veut dire que c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, sachant que il y a évidemment l'aspect technologique, mais a priori de l'avis de tous les participants, c'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est à la fois le changement de culture, et puis le changement d'organisation, et puis les personnes. Et de fait, il y avait un représentant du cabinet Deloitte qui était là et qui disait que finalement les 3 freins principaux de par les consultations qu'il avait eues avec les entreprises, qui constituaient un frein pour engager cette démarche DevOps, c'était malgré tout, le manque de compétences, c'est-à-dire que ce ne sont pas seulement des compétences techniques, mais c'est aussi avoir mis en œuvre ce genre d'organisation. 2, c'était le fait que les entreprises ont souvent des organisations qui sont relativement rigides et qui fonctionnent en silo. Et ça aussi, c'est un aspect, on voit bien, culturel. Et puis le troisième point, c'était que finalement, les entreprises, et c'est en corrélation avec l'idée de transformation numérique, les entreprises ont trop souvent, n'ont pas ce sentiment d'urgence, c'est-à-dire le fait que finalement, il faut vraiment changer, parce que sinon, il y a un terme qui est à la mode, sinon on va se faire ubériser. Et donc, il y a un peu urgence. Donc, tout ça fait que le phénomène DevOps, alors on le dit, c'est pas aussi simple que ça. Pourquoi ? Parce que, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, et au fait que finalement, on essaye d'associer 2 mondes qui, a priori, ont des objectifs différents. On pourrait presque dire contradictoires, antagonistes. D'un côté, les devs, les gens d'ailleurs, c'est la vieille opposition qu'on connaît depuis très longtemps dans les directions informatiques de l'époque. D'un côté, les études, et de l'autre, l'exploitation. Aujourd'hui, on parle de développement et d'opération, mais c'est à peu près la même idée. D'un côté, les gens du dev, ils ont envie d'aller vite, des projets, mais parfois un peu aux dépens de la qualité. Et puis, les gens des opérations, eux, ils ont en charge
charge, on va dire, l'exploitation, le legacy, et il faut que ça tourne, parce que si ça ne tourne pas, eh ben on va avoir de gros problèmes. Donc arriver à réunir ces deux mondes-là, c'est pas toujours chose facile, et si on y arrive, ben, finalement on récupère tous les bénéfices que peut apporter cette démarche DevOps. Alors, autre sujet qu'on a d'ailleurs évoqué dans notre première émission sur les tendances 2016, le Big Data, et vous profitez d'une étude toute récente de Deloitte, je crois. Absolument. Sur le phénomène Big Data, et en France, pour faire un petit peu le point où en sont les entreprises françaises. Tout à fait. Alors, le cabinet Deloitte a mené cette étude, c'est la 2e édition, et donc, la première remarque qu'on pourrait faire, c'est de dire, faire une étude sur le Big Data tous les ans, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Et a priori, la première remarque que fait le cabinet Deloitte, c'est qu'en un an, les choses ont pas mal évolué. À savoir que finalement, là où l'année dernière, on était encore dans des phases d'expérimentation, on est cette année dans des phases de projets réels avec des objectifs qui sont liés à la vie même de l'entreprise. Ça peut être améliorer la relation client, ça peut être développer de nouveaux produits, enfin des choses qui concernent vraiment l'entreprise. Et de cela, de cette enquête, on va pas, évidemment, il y avait pas mal de chiffres, mais la première chose, c'est que la notion de Big Data commence à être bien comprise, puisque 60% des personnes qui ont été interrogées par Deloitte disent comprendre ce que ça veut dire. Et même, on va même un peu au-delà pour ce qui est de la mise en œuvre, puisqu'on a 70% des entreprises qui disent avoir mis en place un projet de Big Data. Alors ça peut être un projet d'expérimentation, ça peut aller plus loin de la production. D'ailleurs, soit dit en passant, on peut se dire, les 10% qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, mais qui ont quand même mis un projet, c'est pas bien ce qu'ils font, mais enfin bon, peu importe. En tout cas, c'est quelque chose qui est en route. Et donc, les 5 grandes tendances que le cabinet a mis en exergue par rapport à l'année dernière, c'est que le premier, c'est la professionnalisation des profils qui sont nécessaires pour mettre en œuvre des projets de Big Data. Alors, on a d'un côté le fameux CDO, le Chief Digital Officer, Chief Data Officer d'ailleurs, qui justement n'est pas à confondre avec le Chief Digital Officer. Le premier, c'est lui qui est responsable de tout ce qui est, on va dire, un peu de manière pompeuse, gouvernance de la donnée. Donc ça peut aller du problème réglementaire jusqu'à vraiment la mise en œuvre de projets Big Data. Et puis l'autre, c'est celui qui est responsable de la transformation numérique. Donc le Chief Data Officer et puis le Data Scientist. C'est lui qui a le profil un petit peu plus technique pour mathématicien, statistique, informatique, qui combine des choses qui sont assez compliquées et qui peut mettre en œuvre des techniques perfectionner. Donc ces rôles-là, ils commencent à se professionnaliser. Le deuxième, c'est l'intérêt bien compris et de plus en plus compris par les entreprises des données externes. Et donc là, c'est l'exploitation des données, par exemple, qui viennent des réseaux sociaux. Donc évidemment, quand on a en face de soi, et surtout si on est dans le B2B, quand on a en face de soi un Facebook qui a quasiment 1,5 milliard d'utilisateurs qui font part de leur ressenti tous les jours. On le sent bien, tout un tas de données à exploiter. Et donc ça, c'est intéressant de faire le lien entre ces données externes et puis les données internes. Donc ça peut être avec des plateformes de ce type-là. Ça peut être aussi le croisement entre deux partenaires. Donc là, il y avait un exemple qui est assez amusant, on va dire. C'est entre croisement qu'on peut faire entre des données, entre un opérateur télécom et puis une banque. À savoir le fait de croiser les données en cas de retrait automatique de billets, de retrait dans un guichet automatique, si le téléphone portable est plus d'1 mètre de la personne. Et donc, évidemment, on voit bien, on peut très bien oublier son téléphone portable quand on va chercher des billets de banque. Néanmoins, si le phénomène se répète trop souvent, ça veut dire qu'a priori, il y a un petit problème et que donc on peut identifier la possibilité d'une fraude. Donc le fait de croiser des données, finalement, des données qui a priori sont des choses assez différentes, permettent de détecter des choses intéressantes.
Le troisième point, c'est l'Internet des objets. Donc là, effectivement, on l'a dit déjà à plusieurs reprises, combien d'objets, on ne sait pas, mais il y en aura énormément. Et tous ces objets vont produire des données. Et donc là, on peut dire aussi que ce sont des données un peu externes. Le quatrième point, c'est que l'analytics progresse considérablement, à la fois dans les phases de découverte des données, mais aussi dans les phases de visualisation. On le sait bien, la visualisation des données, ça permet une nettement meilleure compréhension des phénomènes. Et puis le dernier point sur lequel je suis, moi-même un peu plus sceptique, c'est le fait que les entreprises ont un comportement de plus en plus éthique sur l'utilisation des données. Et donc là, effectivement, il y a la première idée qui est que en cas de problème, ça peut avoir un effet considérable sur la marque. On voit bien par exemple ce qui s'est passé l'année dernière avec Target a eu un impact très, très important sur la marque. Mais au dire du cabinet de Deloitte, les entreprises ont de plus en plus une idée, je dirais, assez précise de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Voilà les 5 grandes tendances qui ont été proposées par le cabinet de Deloitte. Alors, autre sujet, on en a d'ailleurs parlé la semaine dernière, les résultats financiers des principaux acteurs du marché, et tout seigneur, tout honneur, si je puis dire, IBM, qui a annoncé ses résultats, et on ne va pas faire de faux suspense. C'est pas génial. Voilà, donc d'ailleurs on l'avait titré en bon français same old, donc ça veut dire finalement rien de nouveau sous le soleil d'IBM. Et donc on a quoi? On a un 15e trimestre de baisse du chiffre d'affaires. Donc sur l'ensemble de l'année, on a un IBM qui est à un petit peu plus de 80 milliards de dollars, là où il y a quelques années on était à 104, donc on voit qu'il y a une baisse assez sensible. Alors, le périmètre n'est pas tout à fait le même, parce que à l'époque, vous comptiez, j'imagine, le hardware. Absolument. Alors, il y a eu des cessions, on le sait. Il y a eu des rachats aussi depuis, mais plus de cessions que de rachats. Enfin, rachats de technologie, donc c'est bien souvent des petites entreprises qui n'ont pas un chiffre d'affaires considérable. Enfin, toujours est-il que, en gros, ça c'est le tableau général. Ce que disent les responsables d'IBM, c'est que ce qu'ils ont mis dans les activités stratégiques, en bon français, les stratégiques impératives, c'est il y a 5 activités et ça c'est en croissance et en croissance forte de plus de 30%, et ça représente aujourd'hui près de 30 milliards de dollars de l'activité. Donc un tiers du chiffre d'affaires. Un petit peu plus même, mais évidemment comme le reste a tendance à s'effriter, les deux font que ça, c'est un peu en trompe-l'œil. Néanmoins, donc ces 5 activités, c'est principalement les deux plus importantes, c'est tout ce qui est analytics. Alors évidemment là-dedans IBM ne donne pas le détail, ça concerne en fait tout ce qui est lié à l'analytics, donc ça peut être du matériel vendu pour des applications d'analytics, ça peut être du service, ça peut être du logiciel. Néanmoins, et puis il y a tout ce qui est lié à Watson. Donc ça, c'est ce qui est le plus important. Ensuite, il y a le cloud. Et puis, les 3 autres sont beaucoup plus loin derrière. Donc, il y a la mobilité sur laquelle IBM parie très fort, en particulier les accords signés avec Apple. Il y a tout ce qui est social, donc on va dire réseaux sociaux. Et puis, il y a tout ce qui est la sécurité. Donc on sait qu'IBM est dans la sécurité depuis un petit moment, mais enfin c'est une activité un petit peu secondaire. Néanmoins, sur l'ensemble de ces activités, la croissance est très forte. Et alors, en soi, les chiffres, ils sont ce qu'ils sont, mais ce qui est un peu, on va dire, pas... Ce qui interpelle, comme on dit, c'est que l'année dernière, finalement, en 2015, Microsoft a eu un chiffre d'affaires supérieur à celui d'IBM. Donc évidemment, ce sont 2 entreprises qui font des choses assez différentes. Mais enfin, néanmoins, quand on a connu Microsoft, qui était une start-up à l'époque, ça fait un peu drôle de se dire qu'aujourd'hui, Microsoft a un chiffre d'affaires supérieur, puisque c'était plus de 90 milliards de dollars. Et puis, cette année, ce sera vraisemblablement Google qui va passer devant IBM. Et donc, ça frappe un petit peu les esprits. Mais bon, on souhaite que pour IBM, ces activités stratégiques se développent et qu'ils puissent repartir et atteindre ses objectifs. Mais enfin, ça, on attendra un petit peu pour ça. Alors, dans cet océan de nouvelles, on note aussi la bonne tenue, quand même, a priori, de l'activité en Europe, et notamment de la filiale française, même si on n'a pas les chiffres dans le détail. En tout cas, il semblerait que l'activité en
en tout cas n'est pas en décroissance. Absolument. Et alors en plus, ce qu'il faut pour préciser tout ça, c'est que IBM le rappelle régulièrement, c'est qu'il y a l'effet dollar et que l'effet dollar joue contre ces résultats. Mais non, effectivement, comme vous le disiez, à la fois en Europe et en France, l'activité a bien tenu, on va dire. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement satisfaisant. Alors pour mettre ça en perspective, on a eu aussi les chiffres de SAP qui sont en croissance de 20%. Donc on voit bien que finalement, ça ne va pas aussi mal que ça pour tout le monde. Et puis on en aura sans doute d'autres cette semaine. Alors ça c'était pour la semaine passée. Pour la semaine à venir, on va voir la suite du débat à l'Assemblée nationale et au Sénat d'ailleurs, sur le vote de la loi numérique, projet de loi numérique, avec pas mal de choses. Nos chers élus font un peu feu tout bois entre l'OS souverain, le nouveau clavier AZERTY. On s'éclate. Effectivement, cette loi doit être votée, elle va passer au vote mardi prochain, la loi Axel Lemaire, puisque c'est elle qui la porte. Elle devrait évidemment être votée sans grande surprise. Elle intéresse, je dirais, moyennement le grand public. Et puis, une fois qu'elle sera votée, elle va passer au Sénat et puis suivre son cours habituel. On va pas revenir en détail dans cette loi. En gros, il y a 3 grands chapitres. Il y a tout ce qui concerne la circulation des données et l'ouverture des données, donc le phénomène de l'open data. Il y a le deuxième point important, c'est tout le volet qui concerne la protection des données et la protection du citoyen lié au domaine du numérique, donc il y a en particulier le droit à l'oubli. Et on sait que ça pose de gros problèmes, en particulier vis-à-vis des plateformes américaines qui ont une conception de la liberté d'expression un petit peu différente. Et puis le troisième point, c'est l'accès pour tous, à la fois au débit, etc. Donc trois volets un petit peu différents. Et donc sans grande surprise, cette loi dont on avait besoin, bien entendu, puisque on voit bien que le temps législatif n'est absolument pas le même que le temps numérique. Et donc il était important qu'on remette les pendules à l'heure aujourd'hui, même si finalement peut-être que dans 5 ans, il y aura eu tellement d'avancées nouvelles qu'il faudra revoter une nouvelle loi sur le numérique. Et puis pour conclure, cette semaine, un petit coup de gueule par rapport à nos amis de chez Apple, si je puis dire. Où je pense que vous avez quelques remarques à faire. Oui, alors là, non, c'est même un gros coup de gueule, parce que franchement, c'est vraiment fatigant. C'est-à-dire que, donc là... Surtout qu'on rappelle que Tim Cook, ce vendredi, rencontrait son éminence, le pape François. Voilà. Donc on ne sait pas ce qu'ils se sont dit, mais en tout cas, le comportement d'Apple est tout sauf exemplaire. Et donc là, la Commission européenne est en train d'examiner de manière assez détaillée les comptes. Et on le sait bien, toutes ces entreprises, quand je dis toutes ces entreprises, à commencer par les GAFA, elles font ce qu'on appelle de manière un peu pudique de l'optimisation fiscale, qui est en fait du détournement, on peut le dire même en des termes un peu plus crus, et qui donc passe par des pays où la fiscalité est beaucoup moins élevée pour déclarer toutes leurs activités. Et donc là, l'idée, c'est que, et donc on peut tirer un coup de chapeau à la Commission européenne en espérant qu'elle ira jusqu'au bout. Là, a priori, Apple pourrait être redressé de 8 milliards de dollars, donc c'est pas rien, pour l'activité qui court de 2004 à 2012 et qui concerne 62 milliards, donc 62 milliards de bénéfices qui n'auraient pas été imposés à leur juste taux. Donc effectivement, si on fait le calcul, on arrive à peu près à 8 milliards. Donc ça, c'est l'annonce. Maintenant, est-ce que, évidemment, à ce niveau-là, on discute, et on discute pied à pied. Est-ce que Apple sera vraiment redressé de ce montant? Mais enfin, c'est un peu fatigant, parce qu'en plus, si Apple était une entreprise en difficulté, on pourrait éventuellement avoir quelques circonstances atténuantes, mais ce n'est pas le cas. L'année dernière, 230 milliards de chiffre d'affaires et plus de 50 milliards de bénéfices. Donc, je dirais que ça tombe comme ça peut. Donc, 80 milliards en banque, à peu près, je crois. Oui, c'est ça. Et tous les ans, ça tombe à ce rythme-là, depuis quelques années. Donc, franchement, c'est vraiment fatigant. Sachant qu'en plus, il y a cette semaine, il y a eu un rapport d'Amnesty International sur l'exploitation du cobalt en République démocratique du Congo, qui montrait qu'il y avait une utilisation tout à fait illégale du travail des enfants. Donc on sait que le cobalt, ça sert à faire des batteries, et ces batteries sont utilisées dans tous nos appareils. Et parmi les entreprises
qui étaient cités dans ce rapport, mais il y avait encore Apple. Donc je veux dire que ça fait un peu beaucoup, sachant que Apple fait aussi de la délocalisation à outrance, puisque tout est sous-traité en Asie, donc c'est franchement tout sauf une entreprise exemplaire, mais enfin, a priori, c'est le cadet de ses soucis, et puis finalement, ça marche. Ça marche. Donc, Eh ben, on va conclure là-dessus, et puis on en reviendra sûrement dans les prochaines semaines. Merci à toutes et à tous de votre attention, et donc on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle édition de notre Synthèse Hebdo. À bientôt, merci.